Ce qu'il y avait dans cette maison. Il y a des souvenirs qui ne s'effacent pas avec le temps. Ils ne sont pas comme des photographies jaunies qui perdent leur couleur. Ils sont plutôt comme des cicatrices dans l'âme qui lancinent lors des nuits d'insomnie et vous rappellent que le monde a des coins sombres que la logique ne peut éclairer. Le mien a commencé à 9 ans, dans la petite maison à la peinture écaillée où je vivais avec ma mère et ma petite sœur, Clara. La maison avait l'odeur de la poussière et du temps. Ma mère disait que c'était son charme, que les vieilles maisons ont leur propre respiration, leur propre craquement et gémissement, et je la croyais. Je l'ai cru jusqu'à la nuit où les bruits de la maison ont commencé à ressembler moins à du bois qui travaille et plus à autre chose. J'étais au lit, comme tant d'autres nuits, à observer les étoiles fluorescentes que j'avais collées au plafond. C'étaient de petits points de lumière rassurante dans un océan d'obscurité. Le vent dehors balançait les branches des arbres et leurs ombres dansaient sur les murs de ma chambre comme de longs doigts squelettiques. C'était un spectacle familier, presque réconfortant. Mais cette nuit-là, une des ombres ne dansait pas. Elle était accroupie dans le coin, près de mon coffre à jouer. C'était une tache d'obscurité plus dense, difforme et immobile. Ma première pensée, enfantine et logique, fut que j'avais laissé une pile de vêtements là. Je me suis souri à moi-même, me sentant idiot de m'effrayer pour si peu. J'ai cligné des yeux, espérant qu'il s'ajuste. Et l'ombre a disparu. Elle n'a pas bougé, ne s'est pas défaite, elle a simplement cessé d'exister. Et à sa place, un froid qui ne venait pas de la fenêtre s'est installé. C'était un froid interne, qui naissait au creux de l'estomac et se propageait dans les veines, glaçant le sang. J'ai remonté la couverture jusqu'à mon menton et j'ai prié pour que le sommeil vienne vite. Le lendemain matin, le soleil semblait avoir balayé la peur jusqu'à ce que je voie mon coffre à jouets. Le couvercle était entrouvert. Je ne le laissais jamais, au grand jamais, ouvert. C'était une règle d'or. Quelqu'un ou quelque chose avait été là, à regarder mes affaires. J'ai refermé le couvercle lentement, le son résonnant dans le silence du couloir, et je n'ai rien dit à personne. Quelques semaines plus tard, Clara, avec ses 5 ans d'innocence brutale, a dit pendant le dîner « Maman, je n'aime pas l'homme qui vit dans mon armoire. » Ma fourchette s'est arrêtée à quelques centimètres de ma bouche. L'air est devenu lourd. Elle a dit cela avec le même naturel qu'elle aurait demandé plus de jus. Ma mère a souri, un sourire fatigué de quelqu'un qui entend des fantaisies d'enfants toute la journée. « Les enfants et leur imagination », a-t-elle dit en caressant les cheveux de Clara, mais j'ai vu le visage de ma sœur. Elle n'inventait pas. « Il reste debout là, la nuit », a-t-elle continué en baissant la voix, et il chuchote, mais je ne comprends pas les mots. Cette nuit-là, je me suis réveillé avec un son qui me donne encore la chair de poule aujourd'hui. Des ongles traînés lentement sur le parquet de ma chambre. Gratte, gratte, pause, gratte. Le son a traversé la pièce et s'est arrêté juste à côté de mon lit. Je suis resté pétrifié, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, le cœur battant contre mes côtes. J'avais une certitude terrifiante. Si je regardais par-dessus le bord du matelas, je verrais un visage me fixant d'en bas. Alors, je n'ai pas regardé. Je suis resté immobile, comme un petit animal faisant le mort, jusqu'à ce que la fatigue l'emporte sur la terreur. Le matin, elles étaient là. 3 longues griffures sur le bois, profondes et récentes. Les éclats de bois étaient hérissés. J'ai couru pour les montrer à ma mère, le cœur rempli d'un mélange de peur et de validation. Mais elle n'a pas vu ce que j'ai vu. Elle a vu un fils négligent. Elle s'est fâchée, m'a accusé d'avoir traîné des meubles ou joué avec quelque chose de pointu. J'ai juré que non, mais ma voix n'était qu'un filet. Elle ne m'a pas cru. À ce moment-là, j'ai su que nous étions seuls dans cette histoire, moi et Clara. Les nuits ont empiré. Les chuchotements que Clara entendait se sont échappés de sa chambre pour entrer dans la mienne, venant de ma propre armoire. C'étaient des sons secs, comme le bruissement de feuilles mortes. Parfois, ma sœur pleurait au milieu de la nuit. Je courais dans sa chambre et la trouvais recroquevillée sur son lit, le doigt tremblant pointé vers un coin vide. « Il est là, Léo, il est là. » Je ne l'ai jamais vu, mais je le sentais. Vous connaissez cette sensation que quelqu'un vous observe, qui vous hérisse les poils de la nuque? C'était ça, mais en 1000 fois pire. C'était un poids dans l'air.
Une présence. La nuit la plus effrayante est arrivée au cœur de l'hiver. Je me suis réveillé dans un silence anormal et j'ai réalisé que la porte de ma chambre, que je fermais toujours, était ouverte. La faible lumière du couloir, notre sentinelle nocturne, entrait par l'ouverture. Mais alors que je regardais, la lumière a clignoté et s'est éteinte, plongeant le couloir dans l'obscurité totale. Mon cœur s'est arrêté. Et puis, j'ai entendu des pas, lents, traînants, venant dans ma direction. Ils se sont arrêtés de l'autre côté de ma porte. J'ai voulu crier pour appeler ma mère, mais ma gorge était nouée, un nœud de pure terreur. La porte a grincé, s'ouvrant un peu plus, et dans l'entrebâillement, j'ai vu une silhouette haute et sombre se pencher à l'intérieur. Elle n'est pas entrée. Juste la tête, une masse floue centrée, a jeté un œil dans la chambre. J'ai fermé les yeux de toutes mes forces, faisant semblant de dormir, chaque muscle de mon corps tendu. J'ai attendu une éternité. Quand j'ai finalement eu le courage d'ouvrir les yeux, la porte était fermée. J'étais seul. Le lendemain matin, ma mère a dit qu'elle avait dormi toute la nuit. Clara a dit que l'homme s'était de nouveau tenu à côté de son lit. Ensemble, nous avons tout raconté à notre mère, et pour la première fois, nous avons vu de l'inquiétude dans ses yeux. Elle ne nous a pas traités de menteurs. Elle a allumé une bougie et a prié dans chaque pièce de la maison. Les choses se sont calmées pendant un certain temps. Un silence tendu, comme le calme avant la tempête. Et puis, un après-midi, je suis rentré de l'école avant tout le monde. Personne à la maison. J'étais dans le salon en train de faire mes devoirs quand j'ai entendu un bruit fort et sec venant de ma chambre. Le couvercle de mon coffre à jouets qui claque violemment. Mon sang s'est glacé. J'ai marché sur la pointe des pieds dans le couloir et j'ai trouvé la porte de ma chambre grande ouverte. Le coffre était fermé, mais tous mes jouets avaient été arrachés de l'intérieur et éparpillés sur le sol. C'était une scène de fureur silencieuse. Des années plus tard, bien après que nous ayons déménagé de cet endroit, j'ai demandé à ma mère si elle avait déjà ressenti quelque chose dans cette maison. Elle a hésité. Son silence a été la réponse la plus forte que j'ai jamais entendue. « Oui », a-t-elle admis à voix basse. Parfois, je me réveillais et je voyais une ombre debout dans l'encadrement de ma porte. Je ne vous l'ai jamais dit pour ne pas vous effrayer. Elle croyait que c'était un homme, quelqu'un qui avait vécu et était peut-être mort là. Elle n'a plus jamais abordé le sujet, mais je n'en avais pas besoin. Je sais ce que j'ai entendu, je sais ce que j'ai ressenti, et je sais ce que ma sœur a vu. Ce n'était pas la respiration d'une vieille maison, c'était quelque chose de réel, quelque chose qui était piégé avec nous là-bas et qui voulait désespérément que nous sachions sa présence. Encore aujourd'hui, quand le silence de la nuit devient trop profond, mon corps se raidit. Car parfois, à la lisière de l'audible, je peux encore entendre le faible bruit d'ongles que l'on traîne sur le bois. La Dame Blanche. Quand on a 10 ans, une nouvelle maison est la promesse d'un monde nouveau. Et la nôtre était exactement cela. Après que ma mère a épousé Ricardo, nous avons déménagé dans une maison à étages dans un quartier tranquille, plein d'arbres et avec un air de renouveau. Je pensais que je serais heureux là-bas. La maison était plus grande, plus lumineuse, et n'avait pas l'odeur de moisi et de secret de l'ancienne. Mais la vérité est que certains murs, aussi neufs soient-ils, naissent déjà hantés. Ma chambre se trouvait au bout du couloir du premier étage. Elle avait 2 immenses fenêtres donnant sur le jardin et une armoire qui paraissait trop profonde, une bouche sombre et silencieuse dans un coin de la pièce. La première nuit, je me suis réveillé avec un bruit venant de l'intérieur. Ce n'était pas fort, juste un léger bruit de tissu qui frotte, comme si quelqu'un choisissait un vêtement dans le noir. « C'est la maison qui travaille », me suis-je dit, répétant le cliché que nous utilisons pour nous tromper nous-mêmes. Mais alors, les yeux fixés sur l'obscurité, j'ai vu la porte de l'armoire vibrer. Elle n'a pas bougé, n'a pas grincé, elle a juste tremblé un instant, comme si quelqu'un de l'autre côté l'avait effleuré du bout des doigts. Je suis resté paralysé, une terreur glaciale se propageant dans ma poitrine. Le lendemain matin, la porte était entr'ouverte, bien que j'étais certain de l'avoir fermée. Ma mère a haussé les épaules. Ça a dû être un courant d'air. Mais il n'y avait pas de courant d'air. La terreur, autrefois confinée à l'armoire, a commencé à explorer la chambre. Les nuits suivantes, j'ai entendu des coups sur la vitre de la fenêtre.
Toc, toc, toc. D'abord, j'ai pensé que c'était des branches d'arbres, mais il n'y en avait aucune assez proche pour atteindre la vitre. Les coups continuaient pendant des minutes, un rythme doux et insistant. Une nuit, las de me cacher sous la couverture, j'ai décidé de jeter un œil. Et je l'ai vu. Une main pâle, presque translucide, paume ouverte contre la vitre, à l'extérieur. Mon cerveau a mis une seconde à traiter l'impossible. Ma chambre était au premier étage. Il n'y avait ni échelle, ni balcon. Rien. La main est restée là, immobile, ses longs doigts blancs se découpant sur l'obscurité de la nuit. Puis, lentement, elle a glissé vers le bas et a disparu. Je n'ai plus dormi cette nuit-là. Au petit déjeuner, quand j'ai raconté, le rire de ma mère a résonné dans la cuisine. « Quelle imagination, mon chéri! Tu as dû rêver. » Ricardo, mon beau-père, a ri aussi. « Tu cherches à attirer l'attention, champion ?» Leur visage, amusé et sceptique, était de presque aussi effrayant que la main à la fenêtre. Ils m'ont fait me sentir stupide, fou. Mais j'ai remarqué quelque chose les jours suivants. Ricardo a commencé à laisser la lumière du couloir allumée pendant la nuit. Peut-être ne se sentait-il pas aussi en sécurité qu'il le prétendait. Un mois plus tard, mon petit frère, Lucas, qui avait 4 ans, a commencé à parler de la Dame Blanche. Il disait qu'elle entrait dans sa chambre et s'asseyait au bord de son lit. De nouveau, ma mère a qualifié cela de imagination fertile. Jusqu'à la nuit où les cris de Lucas nous ont réveillés. J'ai couru dans sa chambre et l'ai trouvé recroquevillé sous ses couvertures, sanglotant de terreur. Quand il s'est finalement calmé, il a dit que la Dame Blanche était debout à la porte de sa chambre, le fixant simplement. Ses yeux, Gabi, a-t-il murmuré, étaient entièrement noirs. Je l'ai cru, et ma peur s'est multipliée, car maintenant elle n'était plus seulement la mienne. J'ai commencé à rêver d'elle aussi. Dans mes rêves, elle se tenait dans le coin de ma chambre, ses cheveux noirs et filasses tombant sur un visage pâle comme la craie, et elle chuchotait mon nom. Sa voix était sèche, comme le bruit de feuilles d'automne que l'on écrase. Parfois, je me réveillais et je pouvais encore l'entendre, un écho faible, mais bien réel. Jusqu'à ce qu'une nuit, ce ne soit pas un rêve, je me suis réveillé avec la sensation d'être observé. J'ai ouvert les yeux et elle était là, debout, au pied de mon lit. Elle était plus grande que quiconque que j'avais jamais vu, sa tête touchant presque le plafond. Elle portait une longue robe blanche qui semblait flotter, ondulant doucement même sans la moindre brise. Ses yeux étaient 2 trous noirs et vides qui semblaient aspirer toute la lumière de la pièce. J'ai essayé de crier, mais le son est mort dans ma gorge. J'ai fermé les yeux de toutes mes forces, souhaitant que cela disparaisse. Quand je les ai rouverts, elle était partie. Mais la porte de mon armoire était grande ouverte. La pire nuit de toutes est arrivée avec une tempête. La pluie battait fort contre la vitre et le vent hurlait dehors. Je me suis réveillé au son de ma fenêtre qui grinçait. J'ai regardé et j'ai vu, terrifié, le verrou de sécurité tourner tout seul. La fenêtre a glissé et s'est ouverte complètement, et la Dame Blanche est entrée. Elle n'a pas grimpé. Elle a flotté à l'intérieur, ses pieds ne touchant jamais le sol, sa robe blanche intacte par la pluie. Elle a dérivé en silence jusqu'à mon lit et s'est penchée sur moi, son visage à quelques centimètres du mien. J'ai senti son haleine glaciale sur ma peau, un souffle d'hiver qui sentait la terre humide. Et puis, elle a de nouveau chuchoté mon nom. Cette fois, j'ai crié. J'ai crié de toutes mes forces. Mes parents ont défoncé la porte. Quand ils ont allumé la lumière, il n'y avait personne. La fenêtre était fermée et verrouillée, comme si de rien n'était. Ils m'ont crié dessus pour avoir fait peur à tout le monde. Mais j'ai vu la peur derrière la colère dans leurs yeux. Ma mémoire de cette nuit est fragmentée. Il y a une lacune, un trou noir entre le moment où elle s'est penchée sur moi et le son de mon propre cri. Mes parents ont décidé que c'était une terreur nocturne. J'ai commencé à voir une thérapeute qui parlait du stress et de l'anxiété liée au déménagement. Ils ont essayé de me réparer, moi, pas la maison. Nous avons vécu là-bas pendant 3 ans de plus. Lucas a cessé de parler de la Dame Blanche, mais je savais que ce n'était pas parce qu'elle était partie. C'était parce qu'il avait trop peur pour la nommer. Parfois, je l'entendais pleurer doucement la nuit, murmurant « Va-t'en, s'il te plaît. Aujourd'hui, je suis adulte. » Mais quand la pluie frappe fort à ma fenêtre pendant une tempête, le garçon de 10 ans est toujours là.
Je me surprends à regarder les coins sombres de la pièce, le cœur serré, attendant de voir une silhouette haute et pâle. Mes parents ont peut-être cru que tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas expliquer. J'avais vu la main à la fenêtre des semaines avant même que mon frère ne mentionne la Dame Blanche. Cette chose n'est pas née dans mon esprit. Elle est entrée, et, d'une certaine manière, elle n'est jamais vraiment partie. L'homme sur le trottoir. À 8 ans, mon univers avait la taille de la rue où je vivais. Je connaissais chaque fissure dans le trottoir, chaque portail qui grinçait, chaque chien qui aboyait au passage de mon vélo. Mon rituel quotidien après l'école était de pédaler jusqu'au bout de la rue et de revenir. Et sur ce trajet, il y avait une constante aussi certaine que le soleil de l'après-midi. Monsieur Ambrosio. Il habitait la maison du coin avec une vaste pelouse et une longue allée de garage. Tous les après-midi, il était là, debout exactement là où le garage rencontrait le trottoir. Il portait toujours un chapeau de feutre et avait un sourire sympathique. Il ne quittait jamais sa propriété. La bordure du trottoir était une frontière invisible qu'il ne franchissait jamais. « Bonjour, Miguel », disait-il quand je passais, et moi, obéissant à la règle de ma mère de ne jamais parler aux inconnus de près, je répondais de l'autre côté de la rue, sans arrêter mon vélo. Nos conversations étaient faites de petites phrases criées par-dessus l'asphalte. Il me posait des questions sur l'école, commentait le temps, mais il y avait quelque chose d'étrange chez lui. Il savait des choses. « J'aime la nouvelle sonnette de ton vélo », a-t-il dit un jour, avant même que j'aie eu la chance de la montrer à qui que ce soit. « Ton père a acheté une nouvelle voiture, n'est-ce pas? J'ai vu une voiture différente dans ton garage. » Je ne l'ai jamais questionné. Je pensais qu'il était juste un voisin observateur, un vieil homme solitaire qui passait ses après-midi à regarder la vie de la rue. Il faisait partie du paysage, un point fixe et amical sur ma carte quotidienne. Puis, un jour, il n'était pas là. L'entrée du garage était vide. Les rideaux de la fenêtre du salon, habituellement ouverts, étaient fermés. La maison semblait endormie, silencieuse. J'ai trouvé ça étrange, mais j'ai continué mon chemin. Le lendemain, même chose. Et le surlendemain. Après une semaine d'absence, sa présence vide était plus perceptible que sa présence physique ne l'avait jamais été. La rue semblait anormale sans lui. Quelques jours plus tard, j'ai vu une femme dans le jardin de la maison. Elle arrosait des fleurs, le dos tourné à la rue. Je n'avais jamais vu personne d'autre là-bas. J'ai arrêté mon vélo à une distance sûre, le cœur battant un peu plus vite. Je voulais poser des questions sur M. Ambrosio, mais la timidité et la peur de la réprimande de ma mère m'ont retenu. Je l'ai revu quelques jours plus tard, sur la terrasse arrière, une tasse à la main. Et c'est là que j'ai pris une décision. J'ai regardé des deux côtés de la rue, m'assurant que ma mère n'était pas au portail, puis, pour la première fois, j'ai enfreint la règle. J'ai pédalé de toutes mes forces, traversant l'asphalte comme si je passais dans un autre pays. La maison était beaucoup plus grande de près. J'ai arrêté mon vélo au début de l'allée, là où M. Ambrosio avait l'habitude de se tenir, et je me suis senti comme un intrus. La femme m'a entendu. Elle s'est retournée, surprise de voir un garçon avec un vélo rouge arrêté sur sa propriété. Elle ne semblait pas en colère. Elle était venue vers moi en s'essuyant les mains sur un tablier. « Je peux t'aider » a-t-elle demandé d'une voix douce. « Désolé de vous déranger » ai-je dit, la voix plus basse que je ne le voulais. « Je voulais juste savoir où est le monsieur qui se tient ici. Devant? Celui avec le chapeau? On se parlait tout le temps. » Un regard de confusion a traversé son visage. « Le monsieur au chapeau? Oui, » ai-je poursuivi. Il connaissait mon nom, Miguel. Il me disait toujours bonjour. La femme m'a regardé longuement. L'homme que vous décrivez ressemble à mon mari, Haroldo. Un sourire soulagé a fleuri sur mon visage. C'est ça? Où est-il? Il est parti en voyage? Elle n'a pas souri en retour. Ses épaules se sont affaissées un peu, et une vieille tristesse a assombri son regard. Mon chéri, dit-elle d'une voix encore plus douce, Haroldo est décédé, l'année dernière. Le sol a semblé se dérober sous les pneus de mon vélo. Un frisson a parcouru mon échine. Non, ce n'est pas possible. Je lui ai parlé la semaine dernière. C'est impossible, a-t-elle dit en secouant la tête. Vous avez une photo? Ai-je demandé, la voix tremblante. Je devais voir. Je devais me prouver à moi-même que je n'étais pas fou.
Elle a hésité, puis est rentrée dans la maison. Elle est revenue avec un petit cadre en argent. La photographie montrait un homme avec le même chapeau de feutre et le même large sourire que je connaissais si bien. C'était lui. J'ai ressenti un immense soulagement, mais alors, mon regard s'est attardé sur un détail. Quelque chose qui n'allait pas. Sur la photo, l'homme avait une cicatrice. Une fine ligne blanche qui allait du coin de l'œil jusqu'à la bouche. J'ai regardé la photo, puis l'espace vide du garage, et de nouveau la photo. Ma mémoire était parfaite. Le visage de l'homme avec qui j'avais parlé pendant des semaines était lisse, sans marque, sans aucune cicatrice. L'homme sur la photo, ai-je commencé, il a eu une cicatrice? Oh, oui, a dit la femme. Il l'avait depuis sa jeunesse. Un accident d'enfance. L'air est devenu rare. Le sang a quitté mon visage. L'homme amical, la constante de ma routine, le paysage sûr de mon enfance, n'était pas celui que je pensais. Ce n'était pas M. Ambrosio. Il avait le même chapeau, le même sourire, mais ce n'était pas lui. C'était autre chose. Quelque chose qui portait son visage. Je dois y aller, ai-je bégayé. J'ai fait demi-tour avec mon vélo, sans même dire au revoir. J'ai pédalé lentement vers la maison, le monde tournant en silence autour de moi. Le bruit de la chaîne de mon vélo était le seul son. Je n'ai plus jamais emprunté ce chemin. J'ai essayé d'oublier, mais l'image de ce visage lisse et souriant, juxtaposée à la photographie de l'homme à la cicatrice, est restée gravée dans mon esprit. Des années plus tard, déjà adulte, je suis passé en voiture dans mon ancienne rue. La maison était toujours là, avec de nouvelles voitures dans le garage. Un garçon, d'environ 8 ans, passait à vélo au coin de la rue. Pendant un instant, j'ai eu une impulsion irrésistible d'arrêter la voiture, de baisser la vitre et de lui demander « Hé, gamin, tu as déjà vu un homme avec un chapeau debout sur ce trottoir ?» Je voulais savoir si quelqu'un d'autre lui avait parlé. Si cette chose était toujours là, attendant, souriant, prétendant être quelqu'un qu'elle n'était pas. Mais je ne me suis pas arrêté. J'ai juste accéléré, laissant la rue de mon enfance et son mystère silencieux derrière moi dans le rétroviseur. Certaines questions, je m'en suis rendu compte, sont trop effrayantes pour qu'on y trouve une réponse.